entre le CAREP et le CISMA l'idée de publier des cahiers migratoires, d'initier un itinéraire maghrébin est fort plausible et très faisable. Il faut qu'il y ait un projet commun et Talmet est là pour nous aider. Antonio est très réceptif. Les intervenants italiens, il y a bien que je n'ai pas pu assister à toutes les interventions, mais potentiellement c'est un projet et moi je connais très bien Adnan et qui peut le porter à bras ouverts, et pour Adnan les publications se font à une cadence très rapide, donc s'il y a quelque chose, Antonio, ce sera fait dans quelques mois, c'est pas en termes d'années. En fait, la question migratoire devient une question envahissante, hein. Elle est là dans toutes les sphères, aussi bien politique que celle de recherche scientifique, que celle populaire, hein. La migration est devenue une thématique de littérature, de poésie, d'art, de chants sportifs, et les enjeux n'ont jamais été aussi forts sur le plan géopolitique, politique et autres. Sauf que pour les chercheurs, il y a quelques hésitations. On intervient sociologiquement, juridiquement, politiquement, mais on n'intervient pas assez pour démontrer les enjeux humains et politiques de la question migratoire. D'ailleurs, personnellement, je penche pour l'appellation question migratoire parce qu'elle est polymorphique. C'est une question qui suggère un niveau politique, juridique, socio-économique, culturel et même anthropologique vu l'histoire de l'humanité. En même temps, c'est un objet de recherche à propos duquel les productions scientifiques écrites sont d'une grande actualité, mais aussi il y a des enjeux géopolitiques et politiques qui ne sont pas toujours déclarés, hein. Rien que l'exemple de l'Italie, les visites de Meloni, l'enjeu pour le gouvernement français et tunisien, ça veut dire que la politique migratoire ou la question migratoire a été toujours au cœur des échanges transnationaux. Et ces échanges transnationaux, ne déclarent pas toujours ce qu'il y a dans ces discussions. En fait, la migration a été approchée scientifiquement jusqu'à quelques décennies comme étant une question des hommes et des femmes qui cherchent un autre monde pour asseoir un bien-être économique. Et en fait, c'était un projet pour les individus qui aspiraient à la migration, un projet qui avait une portée méta-économique. Ce n'est pas pour chercher un travail, c'est pas uniquement pour m'installer. La migration a été toujours boostée par les guerres, par les changements politiques, par les fléaux naturels, par les crises humanitaires. Et c'est pour cela que la grille conceptuelle pour rendre les enjeux explicites, ces concepts qui tournent autour de politique et économie ne suffisent plus. Lorsqu'on a demandé, et je vais vous proposer quelques données, une restitution d'une enquête qu'on a déclenchée au mois de novembre, qui a fini au mois d'avril 24, auprès de 740 jeunes étudiants tunisiens, et le volet migratoire était soutenu par 2 ou 3 questions. Et vous allez voir que si on va disséquer un peu les réponses, on va au-delà d'un projet d'études et d'un projet économique. En fait, pour aller directement, l'enquête a été menée auprès de 740 jeunes étudiants tunisiens. Parmi les questions posées, qui étaient en préalable à la question sur la migration, on leur a posé la question: combien de temps penses-tu être ou rester en chômage avant d'avoir un travail? La moyenne, c'est 5 ans et 3 mois.
Et 53 mois, ça s'accentue chez les étudiants des sciences humaines et sociales. Tout de suite après, on leur a proposé une question. Si l'opportunité d'un travail se prête à vous, vous choisissez de travailler ou de poursuivre les études. 74% ont basculé vers le travail. 65% des filles entre mariage et travail ont choisi le mariage. Ce retour en force de la demande sur le mariage auprès du genre féminin qui poursuit les études master et qui sont doctorantes. Et puis tout de suite, la question posée était, à la fin de tes études, penses-tu migrer? À la fin de tes études, penses-tu migrer? 60% des réponses étaient oui, je pense migrer. On prend ces 63%, on leur a posé des sous-questions. Est-ce une décision finale? 55% ont affirmé que c'est une décision finale. Est-ce un projet sur lequel tu travailles? Tu t'organises, tu es en train de préparer le coup, tout ça. 22% affirment qu'ils travaillent là-dessus. Entre guillemets, le coût d'un projet migratoire en Tunisie se situe s'il y a une approche formelle. Ça veut dire que Campus France ou Italie ou Allemagne pour les études avec un compte bloqué en banque et avec toutes les procédures formelles. Ça se joue à une moyenne de 40 000 dinars. Ça veut dire aux alentours de 13 000 euros. Et 40 000 dinars pour un salaire moyen de 740 dinars, ça veut dire 250 euros, vous imaginez que c'est presque 12 ans de travail. Pour la filière informelle, clandestine, via la Turquie, le Monténégro et tout ça, ça cherche vers 35 000 dinars, ça veut dire presque 14 000 euros, sans les dépenses parallèles. Hein. Et les étudiants qui ont pensé, juste pensé, mais qui croient que pour des raisons familiales ou de coûts ou de manque de moyens, 17% l'ont déclaré. J'aimerais bien, mais je ne pourrais pas citer en conditionnel, et puis il y a 6% de réponses manquantes. Alors tout de suite, après, il y a la question, si, pour ceux qui ont décidé de migrer, si une opportunité de migrer s'offre à vous, actuellement, 77% disent oui. Ils sont prêts à interrompre les études, à cesser toute autre activité et à migrer. Les 60% qui ont décidé de migrer, il y a des franges. Ce sont des réponses plurielles. C'est une jeunesse plurielle. Parmi eux, les ingénieurs, les médecins, les techniciens supérieurs arrivent en tête de ceux qui ont décidé de migrer. Mais en abstraction, quand, où ou comment. Ils ont décidé de migrer. La France, l'Allemagne arrivent largement en tête. Il y a eu 2 focus groups. On leur explique que ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne, ni les Amériques ne sont plus cette terre d'Éden que vous imaginez. Qu'il y a beaucoup de restrictions, qu'il y a beaucoup d'entraves à vous installer. Eh bien, chaque fois qu'il y a un retour, il y a un effet pervers. Les étudiants ne disent pas « Ah, ok, ils les ont refoulés, je vais rester en Tunisie ». Non, ils s'accrochent encore plus. C'est un effet pervers. Parce qu'en fait, la première motivation de migrer, ce n'est pas par rapport aux conditions chaque fois plus difficiles en Europe, c'est par rapport à une situation socio-économique en Tunisie qui devient chaque fois très difficile. On vient de publier un ouvrage collectif maghrébin sur la participation politique des jeunes au Maghreb.
23 chercheurs maghrébins. Une des questions soulevées, c'est les motivations de cette décision de migrer. Eh bien, il y a un contexte social. Primo, l'enseignement supérieur est devenu, depuis une quinzaine d'années, le premier pourvoyeur du chômage en Tunisie. Sur presque 700 000 chômeurs, on a presque 66% de diplômés de l'enseignement supérieur. Donc vous voyez, cette ascension sociale plaidée par l'État national post-indépendance, terminez vos études, vous aurez un ascenseur, il y aura une mobilité sociale ascendante, c'est brusquement arrêté. Il y a une précarité sociale répandue qui va chaque fois s'intensifier auprès de porteurs de diplômes. La moitié de mes étudiantes et des doctorantes travaillent comme cafetières, comme agents de restaurant, et dans des situations de précarité extrême. Donc, ça, c'est la première source de frustration. Alors, parmi les réponses, on a trouvé, en fait, je vous donne, que les facteurs qui altèrent la décision de ne plus migrer s'amenuisent. Et les facteurs qui boostent la décision de migrer s'élargissent même auprès de ceux qui travaillent. Parce que l'éthos au travail n'est plus un salaire. Je veux travailler, je veux avoir un bon salaire, mais aussi des conditions de travail satisfaisantes. Donc pour un médecin tunisien, et vous savez que le diplôme de médecine tunisienne, d'ailleurs, la médecine en Tunisie, l'enseignement de la médecine en Tunisie, entre autres, je suis un cadre de qualité, nous sommes soumis à une norme ACMI, des entités de médecine de langue française, chapeautée par l'ancien doyen dans le monde, chapeauté par l'ancien doyen de la faculté de médecine de Sousse. Et les médecins pensent que leur inscription sociale, comme le dit Bourdieu, est en train de s'allonger avec les études, avec le recrutement, donc c'est à partir de 34-35 ans qu'il peut postuler à un poste dans une entité hospitalière publique. Et le retard qu'affecte cette inscription sociale n'affecte pas que la rentrée de l'argent. C'est tout un projet de vie qui est encore décalé. Ça veut dire que le retard de bâtir un statut social n'affecte que très légèrement la volonté de ne pas migrer. Donc, si on inverse les disparités, les origines socio-économiques de celles et de ceux qui ont exprimé largement leur volonté de migrer, les origines socio-économiques sont très hétérogènes. Donc, entre ceux et celles qui appartiennent à une couche socio-professionnelle en haut de l'échelle, et celles et ceux qui sont entre guillemets pauvres, s'accrochent au rêve de migrer. Et c'est une décision partagée, vulgairement, d'une façon horizontale. 93% des étudiants qui travaillent, mis en abstraction les conditions et le statut social du travail, ont décidé, ont exprimé qu'ils veulent migrer même si leurs conditions, salaire, statut et régime changent. Et c'est très répandu parmi les nouveaux recrutés dans l'enseignement primaire, dans les métiers médiums, techniciens supérieurs, chez les grandes entités agroalimentaires, par exemple Délices d'Alain. À titre d'exemple, une grille de salaire qui ne change pas depuis, ou qui a faiblement changé depuis 17 ans, un ingénieur qui entre à Délices d'Alain touche entre 1500 et 2000 dinars, environ max 700 euros, moins 750 euros. C'est une grille de salaire perçue comme étant très élevée 20 ans en arrière.
Maintenant, elle est perçue comme étant un travail des migrants. Alors, les disparités sociales n'affectent que très largement le rêve de s'installer à l'étranger. Ça veut dire les disparités socio-géographiques entre un étudiant, un jeune d'origine du Sud ou ceux de la banlieue nord, ils sont jeunes, ils veulent migrer. Migrer commence à être un identifiant, un indicateur de ce que c'est un jeune. Un jeune prend un sens, entre autres. Parmi ce sens, c'est un jeune, donc il veut migrer. Les tranches d'âge, du fait de penser à migrer, ne se situe plus au niveau des diplômés, ni des nouveaux bacheliers. Il affecte des tranches d'âge jusqu'à 13-14 ans. On a posé la question dans un focus group, qu'est-ce que tu vas faire sur la question du devenir? Qu'est-ce que tu vas faire? Plus que 45% des réponses des jeunes, 14, 13, 16 ans, pensent que, ah oui, un autre jour je vais migrer. Pourquoi? Parce que tu vois, et ils utilisent un vocabulaire plutôt choquant. Regardez texto, regardez le pays. Lorsque cette phrase est manipulée dans une perception des jeunes et des moins jeunes, ça veut tout dire sur la fracture sociale, la fracture économique, la fracture entre État, entre politique publique et les jeunesses. Les jeunesses, pas les jeunes. Non, même fille. Donc, il y a un vocabulaire chez les postulants à l'immigration. D'ailleurs, d'un point de vue étymologique, vous voyez cette émulation de sens. Migrer, émigrer, immigrer, clandestin, brûler. Vous voyez ce formel, informel. Et tout ce vocabulaire, tout ce niveau de syntaxe et du verbe est porteur de sens, en fait. Est porteur de sens. Donc, le vocabulaire utilisé par les jeunes qui veulent migrer est un vocabulaire qui nous renvoie à une situation quasi psychanalytique. Quasi psychanalytique. C'est-à-dire, ce sont des phrases et des phraseologies imagées qui renvoient directement au stress, à la frustration, à un rêve bafoué, à la nullité ou l'absence de l'espoir, à la réussite à tout prix, à l'état castrateur, à un report de projets sociaux. Et ce vocabulaire, on peut l'approcher comme étant un ensemble d'indicateurs par rapport à la perception des jeunes, de leurs conditions de vie et surtout des perspectives, donc de leur futur. Et ça remet en cause les politiques publiques qui ont été dressées par rapport à la structuration du monde de travail, à l'encouragement de l'entrepreneuriat chez les jeunes, à ce qu'on veut du projet éducatif, mais surtout, les politiques publiques trouvent beaucoup de difficultés à formuler une réponse efficace. Et ce sont des indicateurs qui vont de pair avec un investissement politicien énorme chez les États du Nord et chez le discours politique en Tunisie, qui investit énormément dans la question migratoire. Non parce qu'il y a les Tunisiens résidant à l'étranger qui sont en deuxième classe au niveau des revenus en termes de devises. Ils ont dépassé la rentrée en devises et la rentrée en termes de capital des lignes directes d'investissement. Ils y talonnent tout de suite. Donc l'enjeu économique est énorme, mais surtout parce que la question migratoire est au cœur d'un engrenage géopolitique nord-sud. D'ailleurs, l'État tunisien ne présente aucun service de défense par rapport à celles et ceux qui présentent leur demande de visa. Et les jeunes, entre autres,
ne se sentent pas protégés par un État lorsqu'ils soumettent leur demande de visa. Donc, à une jeunesse plurielle, il faut qu'il y ait une approche scientifique plurielle. Ça veut dire que ce mythe de migration doit cesser un peu. Les déplacements suite à la guerre doivent cesser un peu. Le diplôme universitaire doit cesser un peu comme étant des facteurs qui impactent fortement. Mais en fait, l'éthos de travail qui a changé, migrer et auprès des jeunes est perçu comme étant un droit foncièrement inaliénable. C'est un droit. Et ça remplace un peu le vide que vivent les jeunes par rapport aux OSC, les organisations de la société civile, par rapport aux partis politiques. Et ils sentent qu'ils sont lâchés de par l'État et de par du reste des acteurs sociaux et syndicaux. Donc, l'émigration est perçue comme étant un chemin de Jésus, porteur de croix, qu'ils vont chacun à sa façon. Reste une grande question, c'est la capacité des jeunes à mobiliser les ressources nécessaires, financières, pour migrer, et ça devient un projet familial. Je finis par 3 remarques. On connaît tous que le profil ou les profils socio-économiques des postulants à la migration ont changé. On n'est plus en face d'un délinquant qui peint « je reviens maman », qui va à l'Italie, qui va cacher quelques drogues dans une place publique. On n'est plus là. On est en face de jeunes porteurs d'un diplôme qui sont excellents dans leur structure, qui ont réussi. On est en face de quelques familles, on est en face de femmes enceintes avec leurs petits, on est en face d'une légitimité culturelle du projet migratoire. On n'est plus indexé. Socialement, on n'est plus refusé. Socialement, lorsqu'on pense migrer, ça devient d'une grande légitimité parce que les causes qui lui donnent une profondeur historique, ça va rester un premier souci, je pense, pour encore 3 ou 4 décennies, mais il y a cet anachronisme entre politique de l'État, entre enjeux des pays du Nord et la volonté de puiser dans une pépinière de haut cadre tunisien. On est en train d'exporter vers l'Europe, nous sommes le 2e pays au monde en termes de pourcentage de cadres en médecins ingénieurs par rapport à la population d'origine installée en Europe. Thank you very much.